début de la mécanique quantique, c'est qu'à la fin du 19e siècle, certains scientifiques pensent que la physique est finie, qu'on va avoir à peu près tout résolu. Parce que ça marche très très bien, la mécanique newtonienne, l'électromagnétisme, il y a des théories qui commencent à être bien conçues et qui donnent des résultats solides. Et curieusement, il y a aussi au début du XXe siècle un peu la même pensée au niveau des mathématiques. On va peut-être pouvoir, en tout cas il y a un programme qui est posé par David Hilbert pour voir si on va pouvoir, entre guillemets, conclure les mathématiques, en tout cas arriver à tout démontrer dans un formalisme unifié. Et il se trouve que le problème du corps noir est un des problèmes qui échappe à ce que la science du 19e siècle arrive à décrire parfaitement. Et il y a un autre problème au niveau astronomique, c'est l'orbite de Mercure, qui n'est pas tout à fait exactement ce qu'elle est censée être. Et ces deux petits détails, en fait, vont déboucher sur deux transformations majeures au niveau de la physique. L'un, ça va être le début de la mécanique quantique, donc, comme tu l'as dit, avec les travaux de Planck, et arriver à déjà formaliser le fait que à l'échelle atomique, certaines quantités peuvent être quantifiées, et puis toute une nouvelle physique qui va naître à partir de ces idées-là. Et de l'autre côté, les travaux d'Einstein sur la relativité, une nouvelle façon de penser la mécanique et la gravitation, qui va être aussi une très très grande percée dans la science du XXe siècle. Et donc ces deux petits détails, en fait, n'en étaient pas, puisqu'ils ont débouché sur des très grandes transformations. Et je disais, il y a un petit peu le même parallèle avec les mathématiques. Il y a eu cette pensée qu'on pourrait peut-être à un moment donné avoir un programme global qui permettrait de tout résoudre. Donc il y a les fameux travaux de Gödel qui ont montré que justement c'était pas possible. Et on cite alors, un autre mathématicien très célèbre qui a aussi travaillé sur cette question, même s'il est connu plus pour autre chose, c'est Turing, dont le premier article a permis de résoudre par la négative un de ces problèmes de Hilbert. C'est-à-dire le problème de l'arrêt. Donc Turing s'est posé une question tellement simple qu'elle est très profonde. En fait, il se dit, est-ce qu'on peut tout calculer? Donc qu'est-ce que ça veut dire calculer? Il faut définir ce que ça veut dire calculer. Pour définir ce que ça veut dire calculer, il a inventé la notion de machine, c'est-à-dire quelque chose, un process qui permettrait d'approcher un nombre avec une certaine précision voulue. Et en fait, il a inventé le concept d'ordinateur. Alors, il y avait déjà des idées de machines qui étaient formalisées un petit peu, qui étaient en gestation dans d'autres travaux avant Turing, mais en tout cas, c'est lui qui va vraiment penser machine et calcul avec des machines. Et il va formaliser le concept de machine universelle, donc de programme, en fait, d'ordinateur au sens moderne. Et il va prouver, notamment dans ce papier, qu'on ne peut pas tout calculer, qu'il y a des nombres qu'on ne pourra jamais approcher, que en fait, le réel est bien plus grand que l'ensemble des algorithmes qu'on peut écrire. Et il va prouver aussi qu'il n'existe pas d'algorithme qui permet de dire si un algorithme donné s'arrête. Donc c'est ça le fameux problème de l'arrêt. Et ça a d'énormes implications en termes d'informatique théorique. Et ce n'est pas une question de puissance de machine ou de notre capacité à trouver les algos. Il va montrer que conceptuellement, il n'existe pas de machine qui permet de dire si une machine donnée s'arrête. Mais s'arrête dans quel sens? En fait, il n'existe pas de programme qui permettrait de te dire si un programme donné converge. Vers une fin. Voilà. Et ça, donc c'est quelque chose qui résout par un raisonnement un peu par l'absurde, qui a des similarités avec les travaux de Gödel, justement. Et c'est un résultat assez profond, en fait, sur les limites de l'informatique, mais qui donne aussi de l'espoir, dans le sens où, en fait, ça répond par la négative à cette idée, est-ce qu'on peut tout boucler et tout résoudre? Oui, bien sûr, parce que du coup, ça impliquerait que les mathématiciens, ils n'aient plus à chercher... en fait, voilà, il y a par exemple des problèmes mathématiques qu'on ne sait pas résoudre. Il existe par exemple des questions mathématiques qu'on pourrait mettre sous forme de programme, mais tester, c'est pas résoudre le problème. Il faudrait tester toutes les solutions jusqu'à l'infini. Mais en fait, si on était capable de dire si l'algorithme converge toujours, en fait, ça voudrait dire que la solution existe toujours, et donc le vrai, ou si on est capable de dire que l'algorithme ne converge pas toujours, sans avoir à tout tester, ça veut dire que le problème est faux. Donc en fait, il y a beaucoup de problèmes mathématiques qui pourraient être résolus si on avait cet algorithme qui s'arrête, qui permet de dire si un programme donné s'arrête. Donc voilà, donc ça, c'est pas possible. Et donc, bien sûr, la parenthèse avec Turing, deux grandes révolutions du début du XXe siècle, la naissance de la mécanique quantique, à l'origine avec ce fameux problème du corps noir, et la question du calcul avec Turing. Un peu plus tard, c'est les années 30, mais qui va avoir des implications énormes.
Et donc vous avez mentionné ces différentes révolutions. Donc on va parler d'informatique bien sûr par la suite. Donc ensuite, il y a eu tous ces formalismes mathématiques au début des années 20 pour la mécanique quantique avec Heisenberg, Schrödinger, etc. Il y a des paradoxes aussi, on les verra parce que vous avez travaillé dessus, notamment leur aspect géométrique. Vous êtes mathématicien. Est-ce que vous avez toujours aimé les mathématiques? Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui était là, présent dans votre vie, par vos parents, par un professeur? Oui, alors les mathématiques, à l'école primaire, collège, je pense que ça faisait partie des disciplines avec lesquelles j'étais assez à l'aise. Ça a commencé à devenir intéressant au lycée. Au lycée, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui aimait bien nous poser des problèmes, en fait. Dans un premier temps, ça a été cet aspect ludique de résoudre des énigmes. Je me souviens en première avoir emprunté un livre d'énigmes mathématiques de Sam Lloyd, qui est alors je ne sais plus si c'est américain ou anglais, mais il est connu pour ses puzzles. Ça date du 19e siècle, c'est toute une petite collection de problèmes. Et ça, c'est vrai que ça a été très stimulant. Donc je suis parti directement à l'université parce que je voulais faire des mathématiques et je voulais aller. Alors, ça c'est un point intéressant. À l'époque, en sortant du lycée, je ne m'intéressais pas du tout à la physique, encore moins à la biologie, ce que je trouve passionnant maintenant, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Et je voulais faire des mathématiques pour les mathématiques. Et plus c'était abstrait, plus ça m'intéressait. Et par exemple, je ne m'intéressais pas du tout aux statistiques, aux probabilités, que je trouvais trop appliquées. Et je voulais beaucoup plus faire l'algèbre. La géométrie que j'avais beaucoup aimé au lycée et que j'ai pas retrouvé au début du cursus universitaire, parce qu'on ne fait pas beaucoup de géométrie à la fac, en tout cas dans les années... Fin des années 90, c'était pas le cas en début de cycle. On faisait beaucoup plus d'algèbre, et ça m'a vraiment plu, les aspects abstraits, les structures. Et puis, à un moment donné, arrivé au niveau du master, à l'époque on appelait ça maîtrise d'EVA. Là, j'ai eu la possibilité de refaire la géométrie, de refaire un peu de topologie algébrique que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai rencontré maîtrise et un DEA, un professeur dont les travaux m'intéressaient, Joseph Landsberg, qui après m'a proposé de faire une thèse avec lui au début des années 2000. Ce qui se passe souvent à l'université, c'est quand on fait un Master 2, on va chercher un maître de stage pour faire le stage de Master. Si on est bien classé, à l'époque, ça se faisait par rapport à son classement dans le Master, si on est bien classé, on a des chances d'avoir une bourse pour faire une thèse derrière. Moi, j'étais bien classé dans le Master, et donc du coup, j'ai pu aller voir des professeurs qui avaient envie de recruter, d'avoir des thésards. Et donc Joseph était un jeune maître de conf à Toulouse, il est américain, mais il était en poste à Toulouse à l'époque. Et il m'a proposé de faire mon stage de master avec lui sur ses travaux, qui traitaient à l'époque d'algèbre de Lie, classification des algèbres de Lie, donc c'est des structures algébriques justement, mais avec un regard géométrique, puisque lui, il était aussi géomètre de formation. Et ça s'est très bien passé, et donc ensuite j'ai démarré ma thèse avec lui, que j'ai fait à moitié en France et à moitié aux États-Unis, puisque quand j'ai démarré ma thèse, en fait, lui a retrouvé un poste aux États-Unis, donc je l'ai suivi. Mais j'étais doctorant à l'université de Toulouse, donc j'étais un petit peu... je naviguais entre d'un côté l'université de Toulouse et le Georgia Institute of Technology à Atlanta. Et donc j'étais en thèse de 2000 à 2004, donc thèse que j'ai faite en géométrie algébrique. Donc, de géométrie algébrique, à la base, c'est une partie très abstraite des mathématiques. C'est penser en fait les équations polynomiales, système d'équations polynomiales, de les penser en termes des espaces géométriques qui définissent. Donc, ce qu'on appelle une courbe algébrique, ça c'est comme ça que les gens ont commencé à étudier au XVIIIe, XIXe siècle, c'est une courbe qui est juste définie par une équation polynomiale à plusieurs variables. Et puis ensuite, il y a des concepts un peu plus avancés, de variété algébrique, donc c'est des objets géométriques plus complexes, mais à la base, c'est la traduction géométrique d'un système d'équations à plusieurs variables, donc plusieurs inconnues et d'équations polynomiales. Donc vous avez fait cette thèse. Ouais. Et ensuite, alors, ce qui m'a étonné, c'est que après ça, vous avez été direct prof de lycée. Ah oui, j'ai fait un passage de 2 ans en lycée, parce que j'étais aussi titulaire de l'agrégation, un concours qui permettait un petit peu d'assurer ses arrières aussi, parce qu'avoir un poste à la fac, c'était pas si évident, surtout dans un domaine un petit peu abstrait. Et bon, il y a des raisons, alors on peut le regretter ou pas, mais il y a aussi des raisons un petit peu pratique, c'est que si vous travaillez sur un sujet un petit peu pointu et un peu très spécifique, bon, d'abord il y a plein de gens super forts qui travaillent dessus, et les jeunes docteurs qui travaillaient dessus à l'époque, certains étaient vraiment très très forts. Et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de postes parce que c'est pas non plus des sujets qui intéressent énormément
le monde extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'applications dans le... Parce que c'est assez loin des applications. Donc on va avoir beaucoup moins de crédits et donc forcément moins de postes derrière. Et pourtant on verra après qu'il y a des applications dans la... Mais pourtant il y a des applications à la géométrie algébrique. Ça j'ai découvert ça plus tard. Sud-Ouest, à l'époque effectivement je vivais dans le Sud-Ouest et j'étais prof en lycée. J'ai même été un prof en lycée pas dans le même lycée, mais dans la ville où j'avais été moi-même élève en lycée quelques années avant, ce qui était assez marrant comme expérience. Mais au bout de 2 ans, j'ai senti un petit peu que j'allais vite faire un petit peu le tour, même si c'était très sympa, les élèves étaient très chouettes. Mais au bout de 2 ans, j'avais déjà été prof principal en terminale S. Et je me suis dit que j'aimerais bien retourner dans le supérieur, mais... comme je t'ai dit, avoir un poste d'enseignant-chercheur en mathématiques pures, c'était très difficile. Donc j'ai pris l'option de recandidater sur des postes dans le supérieur, mais des postes d'enseignant, en fait, un poste d'agrégé, détaché dans le supérieur. Et j'ai essayé plusieurs écoles dans le sud, et puis je suis tombé par hasard sur le site de l'UTBM. Et en fait, les universités de technologie, dans leur principe, il y avait cette idée de toute proportion gardée, mais de s'inspirer des modèles américains, des instituts de technologie comme le MIT ou comme le Georgia Tech, que j'avais connu aux États-Unis. Et donc ça m'a plu de revoir cette idée-là, de mêler technologie et sciences appliquées et fondamentales. Et donc j'ai candidaté uniquement pour ça. Et il se trouve que c'est là où j'ai été recruté. Et donc je suis arrivé à Belfort il y a 18 ans maintenant. En tronc commun. Mais du coup, toujours... Ah oui, en tronc commun. Parce qu'essentiellement, les prags, à la base, donc les agrégés détachés dans le supérieur, faisaient les cours de maths sur le tronc commun. Mais du coup, sans charge de recherche. Donc voilà, pendant mes alors combien de temps pendant les 8 premières années à l'UTBM, j'avais un temps plein en enseignement. Donc pas de temps dédié pour la recherche. Et même de votre côté personnel Alors, personnellement, je me suis remis à la recherche un petit peu à partir de 2011. D'abord parce qu'il y avait des articles, des résultats de ma thèse que j'avais jamais publiés. Mon directeur de thèse, avec qui j'ai toujours été en contact, avait dit à l'occasion, si tu as un peu de temps, écris-les, ça peut intéresser la communauté que ce soit publié quelque part. Donc on s'est rencontrés une fois où il était de passage à Paris, on a passé une super journée et puis on m'a convaincu de faire ça. Donc ça a été le point de départ, redémarrer à faire un petit peu de science, alors, un peu tout seul dans mon coin. Et en faisant ça, j'ai eu la chance, un peu par hasard, au moment où je finissais ce premier article, donc sur mes travaux de thèse, des choses très abstraites, donc je travaillais sur la notion d'hyperdéterminant, donc c'est une notion qui généralise les déterminants, le déterminant que tous les étudiants filières scientifiques connaissent. Donc, moi j'étudiais des déterminants, mais pas sur des matrices de 2, mais sur des matrices à plusieurs dimensions. N dimensions. N dimensions. Il faut imaginer des matrices qui partent dans tous les sens. Et on peut définir des notions de quelque chose d'analogue à la notion de déterminant. Ça a un lien avec la géométrie, ça a un lien avec des vieux concepts du 19e siècle qu'on appelait la dualité projective. Et ça, c'est ce que j'étudiais dans ma thèse, j'avais des nouveaux résultats, donc j'ai écrit un petit article. Et au moment d'écrire cet article, j'ai contacté un professeur à Rouen qui avait écrit des choses sur un sujet qui ressemblait un petit peu, mais pas tout à fait, parce que c'était pas de la géométrie algébrique. Jean-Gabriel Luc, qui a répondu de suite à mon message en me disant « Tiens, c'est intéressant ce que tu fais ». Et là-dessus, on a commencé à échanger pendant presque une année. On voyait des mails toutes les semaines. Et c'est lui, un jour, qui m'a suggéré de regarder du côté de la physique, en me disant « Mais regarde, les hyperdéterminants, moi je m'y suis intéressé il y a une dizaine d'années, mais il y a certaines personnes qui s'intéressent à ça en physique. » Et il m'a donné un article où un physicien avait utilisé la notion d'hyperdéterminant pour classifier l'intrication quantique pour les systèmes à plusieurs qubits. Toute la partie mathématique, je comprenais tout à fait ce qu'il faisait, mais les qubits et l'intrication, je ne savais pas du tout ce que c'était. Comment on se plonge dedans pour comprendre, parce que comprendre les maths c'est bien, mais si on ne fait pas le lien avec ce qui se passe en physique, je pense qu'il y a un trou, non? Oui, alors, ce qui est... oui, tout à fait. Alors, ce qui est, en tout cas pour moi, ce qui a joué, en l'occurrence sur ce papier, je pense que pour la plupart des gens à qui ce papier était destiné, c'est-à-dire la communauté de physique théorique, c'est les mathématiques qui étaient difficiles dans ce papier. Mais surtout que toutes les mathématiques de ce papier étaient dans ma thèse. Donc pour moi, les mathématiques étaient faciles. Et une fois qu'on faisait un peu abstraction de ces états quantiques et cette notion d'intrication, si je regardais que les résultats mathématiques, j'étais capable de comprendre. Donc ça, c'était très encourageant pour rentrer dans un sujet en disant au moins, j'ai pas de problème technique pour comprendre ce qui se passe. J'ai même un petit avantage par rapport à d'autres.
Ouais. Mais il faut que je me forme un petit peu pour comprendre c'est quoi le contexte, c'est quoi l'histoire qui est racontée autour. Et il se trouve qu'à cette époque, c'était le début des MOOC, les modules en ligne, d'enseignement en ligne massif. Et l'université de Berkeley, je m'en souviens très bien, et c'était une concordance extraordinaire, a produit un MOOC sur l'informatique quantique, Quantum Information and Quantum Computation, par Umesh Vazirani, qui est un grand professeur d'informatique quantique, qui a été un des premiers à écrire des algorithmes pour l'informatique quantique. C'est un MOOC qui n'a été ouvert qu'une année. Pour des raisons que j'ignore, il a disparu. Et il se trouve que c'était l'année où j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et j'ai été formé avec ça, et ça m'a beaucoup aidé pour acquérir le vocabulaire et comprendre un peu le contexte. Et je me suis lancé, et j'ai écrit en suivant un premier article qui était un petit peu la suite de ce papier que j'avais découvert, parce que comme je connaissais les mathématiques qui étaient derrière, je voyais qu'il y avait des cas qui n'avaient pas été traités. Et j'ai proposé un article que j'ai co-signé avec Jean-Gabriel Lux, qui avait aussi travaillé sur ces questions, et puis Jean-Yves Thibon, un collaborateur de Jean-Gabriel. Et c'est un article qui a été accepté dans une revue qui s'appelle Journal of Mathematical Physics, qui a été accepté très vite, avec des très bons commentaires du rapporteur, qui disait que c'était la première fois qu'il voyait quand quelqu'un expliquait si bien la notion d'intrication. Donc je pense que c'est un mathématicien en fait, et il a juste bien aimé parce que je lui expliquais la façon dont un mathématicien peut le comprendre. Et ça en fait, ça a été le point de départ en 2012. De me relancer sur ce sujet de recherche. Il y a eu d'abord un travail d'essayer de comprendre ce que les concepts mathématiques que je comprenais, quelle était la réalité physique, donc ça voulait dire c'était quoi un fluide, c'était quoi l'intrication, pourquoi les physiciens s'intéressent à ces propriétés-là. Établir une sorte de dictionnaire, pour moi, entre les objets que je connaissais bien et les objets qui intéressaient les gens de la physique. Et c'est après au fil et à mesure de mes lectures, que j'ai un peu plus intéressé notamment au paradoxe EPR et au grand débat sur la notion d'intrication. En fait, depuis 2012, j'étudie essentiellement deux questions. Même si il y a un petit glissement qui se fait sur les outils et sur la façon dont je pense ces questions et les applications. Mais les deux questions fondamentales, et donc qui sont dans le titre de mon habilitation, c'est la notion d'intrication quantique, que je vais expliquer, la notion de contextualité. Et pour ces deux notions, j'ai derrière deux façons géométriques de les penser, de les modéliser, qui sont deux types de géométrie différentes. Une, c'est ce qu'on appelle la géométrie projective complexe, c'est ce que j'ai étudié pendant ma thèse. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle la géométrie finie, c'est la géométrie la plus simple, où on définit en fait des points. Donc c'est une géométrie où il peut y avoir un nombre fini de points. On peut définir une géométrie avec quelques points. Et on dit quels sont les points qui sont reliés, quels sont les points qui ne sont pas reliés. C'est-à-dire on les relie et on dit que les points qui sont reliés sont alignés, sont collinaires. On définit formellement ce qu'on appelle les relations de collinéarité entre les points de ma géométrie. Surtout ce qui caractérise ces géométries-là, c'est qu'elle est finie dans le sens où toute la géométrie qu'on apprend à l'école, elle est infinie, il y a un nombre infini de points, même si on fait de la géométrie à un dé, la droite réelle, elle contient un nombre infini de points. Dans les géométries finies, une droite peut ne contenir que 3 points. Un plan peut ne contenir que 7 points, et c'est ce qui définit la géométrie. C'est une façon de penser les graphes, en fait, on pourrait dire ça aussi. Un graphe, ça peut être vu comme une géométrie finie, dont les points sont les objets de la géométrie, et les arêtes sont une façon de remettre en relation les points et de dire quels sont les points qui sont collinaires. C'est quoi les deux grands problèmes? L'intrication quantique, c'est une propriété au niveau atomique qui a fait beaucoup de débats. On reparlera du paradoxe EPR, mais en gros, si on suit les règles de la mécanique quantique, telles qu'elles ont été décrites par les fondateurs, on peut décrire un système qui peut être composé de plusieurs particules, et de telle sorte que lorsqu'on fait des mesures sur certaines particules, lorsqu'on veut savoir quels sont leurs états, même si les particules sont séparées dans l'espace, eh bien ce qu'on fait à une particule modifie l'état de l'autre. Donc il y a des corrélations qui ne sont pas classiques, parce que de manière classique, quand les objets sont séparés, il n'y a pas ce genre de corrélation. Mais si on écrit mathématiquement comment un tel état, quel est l'objet mathématique qui correspond à cet état-là, on s'aperçoit que ce genre de corrélation doivent exister en mécanique quantique. L'image qu'on donne à l'échelle macroscopique de l'intrication, ce serait l'idée d'avoir deux jumeaux qui sont séparés à la naissance, et puis on s'aperçoit plus tard qu'ils ont la même voiture, ils s'habillent pareil. Donc l'image macroscopique, c'est qu'une image, parce que bien sûr ça se passe pas exactement comme ça, mais en gros, ce serait un système qui est... Des fois, on parle aussi de photons jumeaux quand on crée des photons intriqués. Lorsqu'il se passe quelque chose chez quelqu'un, là, ça modifie l'état de l'autre particule. Donc ça, c'est très contre-intuitif. Ok, donc je parlais d'intrication et d'hyperdéterminant, donc le lien entre la notion
propre à la mécanique quantique, et en particulier l'information quantique, et puis une notion mathématique qui est une généralisation de la notion de déterminant. En informatique quantique, l'unité d'information, c'est ce qu'on appelle un qubit. Donc un qubit, on note ça comme ceci, alpha quête 0 plus bêta quête 1. Okay. En fait, ça représente un vecteur dans un espace à 2 dimensions. Les 2 dimensions, c'est les 2 états de base de mon système. Soit mon système est dans l'état 0, soit il est dans l'état 1. Mais la mécanique quantique prévoit qu'en fait, il peut être dans une superposition des deux, comme un vecteur peut être la combinaison linéaire de 2 vecteurs de base. Et ces coefficients, ils vérifient une propriété, c'est qu'il faut que alpha, la valeur absolue, ou le module pour les nombres complexes, au carré, la somme soit égale à 1. Et en fait, ça dit quoi? Ça représente la probabilité que lorsque je demande, ou je fais l'expérience pour savoir si ce qubit est dans l'état 0 ou dans l'état 1, ben, alpha 0, c'est la proba si se projette sur l'état 0, si je le mesure, et bêta carré, c'est la proba que phi se projette. Donc ce vecteur, cette superposition, on ne sait pas dans quel état est le système, mais lorsque l'on va faire une mesure, il va se projeter soit sur 0, soit sur 1 avec une certaine probabilité. Donc ça c'est une base, donc ça c'est un vecteur à 2 dimensions, un espace vectoriel qui est en fait C2. Et alors si on veut vraiment voir ça comme des vecteurs, en fait on peut dire que quête 0 c'est le vecteur de base 1, 0, quête 1 c'est le vecteur de base 0. C'est la base canonique. Donc, et ça, il y a un support physique, hein, ça peut être la polarisation d'un photon, suivant la direction, le spin d'un électron, suivant s'il est vers le haut ou vers le bas, le niveau d'énergie, s'il est stable ou excité d'un atome d'hydrogène, par exemple, ça peut définir ces 2 états de base. Il y a un support physique pour ça. Ça, c'est n égale 1. Un qubit. Un qubit, mathématiquement, c'est un vecteur. Donc, pour qu'il y ait intrication, il faut au moins 2 qubits. Alors, ça va être quoi le système à 2 qubits? En fait, 2 qubits, donc on va avoir 2 particules, chacune peut avoir 2 états, soit 0, soit 1, et la mécanique quantique dit, en fait, avant de faire n'importe quelle mesure, mon état, potentiellement, c'est une superposition de tous les états possibles. Donc, la première particule peut être dans l'état 0, la deuxième peut être dans l'état 0, la première peut être dans l'état 0, la deuxième dans l'état 1, la première peut être dans l'état 1, la deuxième dans l'état 0. La première peut être dans l'état 1, la deuxième dans l'état 1. Et les règles de la mécanique quantique me disent que, en fait, la bonne façon de décrire le système, c'est de dire que c'est un vecteur, ça, cela. Et c'est un vecteur comment? C'est un vecteur où les A, I, J sont des coefficients complexes, et le module au carré, la somme des modules au carré de ces coefficients, doit être égale à 1, parce qu'en fait, A, I, J, c'est la probabilité que lorsque je fais l'expérience qui consiste à dire à mon système, mais au fait, tu es dans quel état de base par rapport à ces 4 issues possibles, c'est quoi ton vrai état? Donc je fais une expérience, je fais une mesure. Alors il va y avoir une probabilité AIJ, module de AIJ au carré, qu'en fait, phi se projette sur IJ. Si je prends par exemple, donc on va faire un exemple, je vais prendre un premier état qui est égal à 1 sur 2, 0, 0, plus 0, 1, plus 1, 0, plus 1, 1. C'est un état qui est en pleine superposition et chaque issue a le même coefficient. Donc en fait, si je calcule le module au carré, ça fait 1 quart. Donc chaque état de base, a la même probabilité. Et donc, en gros, si je regarde dans quel état est mon système, j'ai une chance sur 4 de trouver qu'il est dans l'état 0, 0, une chance sur 4 de trouver les 0, 1, une chance sur 4, 1, 0, une chance sur 4, 1. Mais maintenant, on peut imaginer que le système est séparé. Les 2 particules, je les éloigne l'une de l'autre. Et on peut se poser la question, mais si je mesure que la première particule? Donc, mesurons la première particule. Donc, je considère que je mesure le premier qubit ici. Donc, je vais dire, je vais l'appeler A, le premier qubit, B, le deuxième. On va dire que la première personne qui a pris la première particule, c'est Alice, le deuxième, c'est Bob. Donc, quelle est la probabilité, on peut se poser la question, quelle est la probabilité que, en fait, Alice, elle mesure 0? Si Alice mesure 0, ce truc-là disparaît, Cette issue possible de l'expérience n'est plus réalisable. Bien sûr, ouais. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé si Alice a mesuré 0? Ça veut dire qu'en fait, si Alice mesure 0, ça équivaut à dire en fait que phi, mon état, c'est en fait projeté sur 0A, 0B, plus
0A, 1B, parce que les deux autres issues de l'expérience ont été détruites. Et il faut renormaliser ça, il faut que ça reste de norme 1, donc du coup le coefficient change, mais les coefficients relatifs ici, c'était le même coefficient devant chaque état, et ça change. Donc quelque part, il y a bien un effet de mesure. Le système a changé, parce que maintenant Alice, elle sait qu'elle a mesuré 0, donc le système a changé, ces deux événements-là ont disparu, mais il y a encore une superposition pour Bob, puisque lui n'a rien fait de son côté. Et là, on voit ici que, en fait, si je veux calculer la probabilité que Alice mesure 0, Alice mesure 0 quand cet événement ou cet événement se réalise, mais si les événements sont indépendants, on ne peut pas avoir à la fois mesuré 0, 0 et à la fois mesuré 0, 1. Et donc la loi des probabilités dit que quand on mesure ces deux événements indépendants, l'union de deux événements indépendants, c'est la somme des probabilités. Donc en fait, ça, la probabilité que ça arrive, c'est 1 quart plus 1 quart, c'est une chance sur deux. Et ici, maintenant, on pourrait se poser la question, si maintenant je mesure le qubit de Bob, en fait, 0 va toujours être 0, et la probabilité que Bob maintenant mesure 0, ça va être une chance où je prends par exemple la probabilité que Bob mesure 1 maintenant, la probabilité que Bob mesure 1, cette fois-ci, je prends le module au carré, 1 sur racine de 2 au carré, ça fait encore 1 sur 2. Et on voit que la probabilité en fait que Alice et Bob mesurent 0,1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir cet événement-là, c'est en fait le produit de la probabilité que Alice mesure 0 et que Bob mesure 1. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a quelque chose, on a deux événements, Alice a mesuré 0 et Bob, le qubit de Bob a été projeté sur 1. Et ça, c'est le produit de chacune des probabilités. Je n'ai pas tout à fait le bon calcul pour ça. J'aurais dû refaire à partir de là. Ouais. Mais on peut vérifier que dans ce cas-là, 1 quart est bien égal à 1 demi fois 1 demi. Donc, quelque part, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, les deux systèmes sont indépendants. Si je mesure sur Alice, je mesure chez Bob, et que je reconstitue, j'ai bien la même chose. Cette histoire, elle change si on prend par exemple un état qu'on va appeler EPR, et qui a la forme suivante. Notre état est un vecteur de l'espace, donc une combinaison linéaire. Il se trouve qu'ici, j'ai juste pris A01 et A10 qui valent 0, et puis A00 et A11 qui valent 1 sur racine de 2, c'est tout à fait admissible. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que si je calcule la probabilité que Alice mesure 0, on va trouver 1 sur 2. Si je mesure la probabilité que Bob mesure 1, on va trouver 1 sur 2. Mais la probabilité que Alice mesure 0 et Bob mesure 1, c'est égal à 0 parce que l'événement 0,1 n'existe pas. Et ce n'est donc pas la même chose que la probabilité que Alice mesure 0 fois la probabilité que Bob mesure 1. En d'autres termes, si Alice mesure 0, elle détruit, son expérience détruit cette issue possible, puisqu'elle ne peut pas être dans l'état 1, ce qui veut dire que le qubit de Bob est maintenant fixé à 0, et donc il n'y a plus d'aléa quand Bob va faire la mesure. Alors qu'ici, quand Alice avait mesuré 0, le qubit de Bob était encore une superposition de 0 et de 1. En fait, cet état-là, on pourrait le factoriser, le réécrire comme ça. Donc je passe sous silence les opérations mathématiques qui permettent de dire ça, mais en gros, ce truc-là, on pourrait factoriser comme ça. D'accord ? Si je développe ça, derrière, il y a une structure qu'on appelle le produit tensoriel, mais si je développe, donc faire sa mesure du côté d'Alice n'a pas modifié l'état de Bob qui est encore en superposition, alors qu'ici, la mesure d'Alice a modifié l'état de Bob, quelle que soit la distance séparant les deux qubits. Donc là, on est en présence d'un état intriqué. Et avant, non. Ici, on avait un état qui n'était pas intriqué. Okay. Il n'y a pas de corrélation entre ce qu'Alice fait de son côté et de l'autre. Alors, mathématiquement, comment on va voir ça? Donc, je vais changer un tout petit peu la perspective. Je vais revenir donc sur l'état général. A00, 00, plus A01, 0,1, plus A10, 1,0, plus A11, 1,1. Alors ça, on pourrait voir ça comme un vecteur à 4 dimensions. J'ai 4 états de base. Mais ces états de base, en fait, ils viennent vraiment d'un premier vecteur et d'un autre vecteur. Il y a vraiment 2 dimensions ici qui sont en jeu. Il y a le vecteur à côté d'Alice. Et d'ailleurs, on a vu qu'au niveau des indices, je n'ai pas dit A0, A1, A2, A3, enfin, ou A1, A2, A3, A4. J'ai appelé ça 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, en fait, mathématiquement, on pourrait représenter un état à 2 qubits. Plutôt que de le représenter comme ça, on pourrait, de manière équivalente, pour justement rendre compte de ces 2 dimensions, le représenter sous forme d'une matrice. C'est la même chose, sauf que au qubit correspond à un vecteur de C2,
à 2 qubits correspond à une matrice, dans l'espace des matrices de 2. Là, Mais du coup, A00, c'est complexe. oui, là c'est des nombres complexes. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si on prend les deux états de tout à l'heure, l'état de tout à l'heure, j'avais le même coefficient partout. J'avais 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et puis pour l'état EPR, si j'écris la matrice, j'ai 1 sur racine de 2, 0, 0, 1 sur racine de 2. Et là, un mathématicien, il voit ça, il observe de suite que le déterminant de cette matrice est nul, alors que le déterminant de cette matrice-là n'est pas nul. Ce qui traduit le fait qu'il y a, pour une matrice de 2, le fait que le déterminant est nul, ça veut dire que la matrice est de rang 1, et en fait une matrice de rang 1 peut toujours s'écrire comme le produit d'un vecteur colonne fois un vecteur ligne. Ce qui revient à dire, donc quand une matrice est de rang 1, on peut toujours l'écrire le produit d'un vecteur colonne fois un vecteur ligne, ça fait toujours une matrice de rang 1, qui revient à dire en fait que ici cet état, ici, peut se factoriser comme l'état d'Alice fois l'état de Bob. Le vecteur d'Alice fois le vecteur de Bob. Et si je mesure le vecteur d'Alice ici, qui là est une superposition de 0 et de 1, ça ne modifie pas le vecteur de Bob. Et ça, c'est impossible ici parce que le déterminant n'est pas nul. Donc ça ne peut pas... On peut chercher tous les alpha, bêta qu'on veut. Ça ne peut pas s'écrire... voilà, parce que c'est de rang 2. Donc ça, c'est impossible. Donc le système ici ne peut pas se décrire... Donc c'est un système à 2 particules, mais qui ne peut pas se décrire comme une particule et une autre. C'est l'intrication. Donc ça, c'est l'état... Alors, ce n'était pas formulé comme ça dans l'article de 1935 d'Einstein, mais c'était ça l'idée. Si Alice fait une mesure, ça modifie instantanément l'état de Bob. Et ça, pour Einstein, c'était contre-intuitif, parce que... Alors, je ne vais pas dire ce qu'il avait en tête, j'en sais rien, mais la première contre-intuition, en tout cas, qu'on a, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il y a une information qui est partie d'Alice vers Bob, pour lui dire « je suis dans l'état 0, donc il faut que tu t'alignes sur l'état 0 ». Et ça, forcément, ça ennuyait Einstein parce que la relativité repose sur le fait que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, donc ce n'était pas possible qu'une information aille plus vite que la lumière. Ce à quoi les partisans de Bohr, et cette approche de la mécanique quantique a expliqué qu'il n'y avait pas d'information qui était communiquée. Il n'y a aucune façon qu'Alice puisse signifier quelque chose concernant son état à Bob. Bob n'a aucune information, il n'y a aucun transfert d'information. C'est juste que il faut penser le système à 2 qubits intriqués comme un tout et non pas comme 2 composants indépendants. Donc là, il se passe quelque chose. Donc voilà, le point de départ pour moi, pour l'intrication à 2 qubits. Si on regarde un système à 2 qubits ici, si je reviens là, si est intriqué, si et seulement si, A00, A11, moins A01, A10 et différentes zéros, qui est séparable. Donc séparable, ça veut dire non intriqué, factorisable. Si et seulement si, A00, A11, moins A01, A10 égale à 0. Et là, on a une équation algébrique. C'est-à-dire un polynôme en 4 variables de degré 2 qui s'annule. Alors, polynôme à 4 variables, c'est difficile à dessiner, mais bon, c'est pas grave, on dessine quand même. Et donc voilà, pour n égale 2, donc ça c'est mon espace 4 dimensions. Et donc dans cet espace à 4 dimensions, une équation qui définit un espace. Ici, il y a tout ce qui est séparable. Ici, il y a tout ce qui est intriqué. Et c'est ce qui définit cet espace-là, c'est cette équation-là. Donc voilà comment moi j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes-là, en regardant cette notion d'intrication pour les états qui étaient décrits de cette forme-là, qu'on appelle les états purs, et en utilisant des équations algébriques pour séparer les classes d'intrication. Donc dans le cas n égale 2, l'essentiel de l'histoire est ici, ça s'arrête là. Dans le cas n égale 3, c'est là que ça devient plus intéressant. Dans le cas n égale 3, il se passe des choses. 3 qubits. Donc n égale 2, c'est le baby case, c'est le premier cas. Voilà, avec un peu de patience, les étudiants, on peut l'expliquer à peu près proprement. N'importe qui a un petit peu de connaissance, c'est ce que c'est qu'une matrice, peut comprendre cet exemple-là à peu près. N égale 3, en fait, c'est déjà... tout est connu maintenant dans le cas n égale 3, mais c'est un peu plus au niveau expert. En fait, il y a un article qui date de 2001 et qui s'appelle « 3 qubits can be entangled in 2 non-equivalent ways » et qui dit qu'en gros, donc ici, j'ai bien dit, pour n égale 2, c'est la fin de l'histoire, donc il y a une forme d'intrication et qui est plus ou moins, tout est équivalent à EPR, et une forme non intriquée. Et à partir de n égale 3, en fait, il y a plusieurs formes. Et notamment, on peut trouver 2 façons d'être complètement intriquées, donc chaque composante est intriquée avec l'autre, mais qui soient non équivalentes, c'est-à-dire on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est un article qui a été publié en 2001. C'est un article qui est énormément cité, je crois qu'ils en sont à 4000 citations, donc c'est un article très très important pour la communauté de l'information quantique. Et il se trouve qu'en fait, les résultats mathématiques sur lesquels il repose étaient connus de la fin du 19e siècle. Mais ils ne le savaient pas, ils ont dû refaire les preuves par eux-mêmes. Et l'article
l'article, donc bien sûr l'article de la fin du XIXe siècle ne parlait pas d'intrication et de qubits, c'était un article purement mathématique sur des équations algébriques. Mais quand on a fait le dictionnaire entre les deux, on s'aperçoit que c'est le même résultat. Et l'article du XIXe siècle a été publié dans la revue naturelle de l'Académie belge, pas extrêmement connu en tout cas. C'est un article qui est cité 15 fois, dont 10 fois par mois. Très peu de gens savent que c'est le résultat, mais c'est pourtant exactement le résultat, la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe dans n égale 3 ? Pour n égale 3, un système à 3 qubits, je vais l'écrire comme quelque chose comme ça. Donc j'ai le premier état de base, 0, 0, 0, A0, 0, 1, 0, 0, 1, plus etc. jusqu'à A1, 1, 1, 1. Donc toujours pareil, mais AIJ c'est des nombres complexes, IJK c'est des complexes, et puis la somme des AIJK au carré, ça doit me donner 1. Sauf que là maintenant, je ne vais plus voir ça comme une matrice, mais je vais voir ça comme une matrice à 3 dimensions. Donc on peut mettre A0, 0, A1, 0, 0. Ici, je vais mettre A0, bon, on va mettre comme ça. Ok, on va mettre comme ça. A0, 0, 0, A0, 1, 0, A1, 1, 0. Puis là, je vais faire une en profondeur, A0, 0, 1, A0, 1, 1, A1, 1, 1, A1, 0, 0. Et j'ai une espèce de cube comme ça. Et donc, c'est une matrice à 3 dimensions. Et chaque face ici représente une matrice à 2 dimensions. Et c'est exactement, c'est un tenseur. Donc, le vrai langage que j'utilise, c'est celui des tenseurs. Mais on peut aussi dire hypermatrice pour dire une matrice à plusieurs dimensions. Mais c'est effectivement un tenseur. Donc, ça, c'est une matrice 2 par 2 par 2, ce qui est la même chose qu'un tenseur. Okay. Derrière ça, il y a des histoires de symétrie. C'est-à-dire que dans mon exemple de départ, de mon système à 2 qubits ou de ma matrice, on pourrait imaginer qu'on fasse des transformations sur un qubit ou sur l'autre et on veut que les propriétés elles restent la même. C'est-à-dire qu'une matrice qui est de rang 2, si vous agissez par une rotation sur un côté ou sur l'autre côté de la matrice, elle va rester de rang 2. Donc ça revient à dire que votre système, si vous manipulez les particules séparément, vous ne changez pas la nature globale du système. Donc le déterminant, en fait, une autre façon de le présenter, c'est de dire que c'est un polynôme qui ne va pas changer si on fait des rotations locales, qui va rester invariant, en tout cas sur certaines rotations. Et ce que Arthur Cayley, en 1881, cherchait, c'était un analogue du déterminant pour ce genre de tenseur qui respectait certaines symétries. Et donc, il a produit un polynôme, il s'appelle l'hyperdéterminant. Alors, qui ressemble à ça. Donc, ça commence avec des termes au carré qui sont, en fait... Donc, il y a une jolie description. On prend d'abord les termes qui sont opposés, comme ça. Donc, il y en a 4. Donc, A0, 0, 1, A1, 1, 0, A0, 1, 0, A1, 0, 1. Et A1, 0, 0, A0, 1, 1. Ensuite, on a un moins 2, et là, on va avoir... le tableau va devenir vite chaotique. On va regarder les arêtes. Et donc, on va prendre les arêtes comme ça. Et on va prendre les espèces de parallélogrammes comme ça. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir 6. Donc, on va écrire comme ça, A0, 0, 0, A1, 0, A1, 1, 0, A1, 1, A0, 0, 1. Donc on les prend, en fait, les 6 comme ça. Donc bon, je passe. Et puis après, il y a encore 2 termes. Et les 2 derniers termes, il faut prendre, alors que je ne dise pas de bêtises, alors un triangle, un peu plus qu'un triangle. On a en fait comment on appelle ça ? J'ai oublié le terme. Ça et ça. Tétraèdre. Voilà, c'est ça que je cherchais. Un tétraèdre. Donc là, on a 2 tétraèdres. Donc on prend cette diagonale, celle-là, et puis après on prend celle-là et celle-là. Et donc le premier tétraèdre, c'est A0, 0, A0, 1, 1, A1, 0, 0 et A1, 1, 0. Et puis il y a un deuxième. Et donc là, un polynôme, c'est l'hyperdéterminant de Cayley, qui a été construit donc, par Cayley en cherchant à retrouver certaines propriétés de symétrie du déterminant. Et il se trouve en fait que cet hyperdéterminant permet de séparer justement les 2 types d'intrications différentes
qu'on rencontre dans les systèmes à 3 qubits, les deux types d'intrication totale qu'on rencontre dans les systèmes à 3 qubits. Donc dans les systèmes à 3 qubits, voilà ce qui se passe. Il y a 6 cas qui sont possibles, 6 familles d'intrication. En mathématiques, on dit aussi 6 orbites parce que derrière, il y a des groupes qui agissent et des transformations qui agissent. Soit on est dans quelque chose qui ressemble à l'état G à Z ou qui est équivalent, qui peut se ramener en faisant des transformations locales, c'est-à-dire des transformations sur chaque qubit, à se ramener à quelque chose comme ça, qui ressemble beaucoup à EPR. Puis on a l'état W, les noms sont souvent liés à des chercheurs. Donc ça, ce sont les deux états à 3 qubits qui sont complètement intriqués, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose à un qubit, ça affecte les deux autres, et réciproquement, donc c'est complètement intriqué. Ensuite, il y a 3 familles d'états qu'on appelle biséparables. En fait, c'est les états pour lesquels un qubit n'est pas... L'intrication, ici, elle est que sur le qubit 2 et 3, parce que celui-là, quelque part, on pourrait factoriser par 0. Et en fait, il y a 3 cas comme ça. Voilà, on décale le qubit factorisable. Tous les états biséparables ne sont pas comme ça, mais si j'ai un état biséparable de la famille B1, par transformation, je peux le ramener à cet état-là. Il est équivalent à cet état-là. Mais ces états ne sont pas complètement intriqués. Il y a toujours un état qui n'est pas intriqué. Et puis, il y a la dernière famille, qui est la famille des états séparables. La famille des états séparables, ça veut dire quoi? C'est que je peux tout ramener à un vecteur, tenseur, un vecteur, tenseur, un vecteur. Si j'autorise des transformations sur chacun des espaces, pour chacun des Alice, Bob et Charlie, chacun peut manipuler son qubit, lui faire des rotations, mais je peux me ramener dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on parle de famille, et ça, ce sont les représentants de chaque famille. Donc le dessin qui est derrière, donc ici, on est dans un espace à 8 dimensions, d'accord, de puissance 3. Il y a une grande famille, qui est la famille G à Z, il y a une famille W, et puis après, il y a 3 familles biséparables, et tout ça s'intersecte sur les familles séparables. Okay, donc là, on a B1, B2, B3, W. Il se trouve que ce truc-là, géométriquement, tous ces états-là, ils sont contenus dans ce qu'on appellerait une hypersurface. Ils annulent un polynôme en particulier. Et en fait, le polynôme qu'elles annulent, c'est l'hyperdéterminant. Donc là où l'hyperdéterminant est nul, donc si je prends un système à 3 qubits, comme ça, générique, et je calcule ça, si c'est non nul, je sais que je suis dans cette famille-là, automatiquement. Donc voilà ce que la géométrie algébrique, de manière vraiment très introductive, peut apporter à l'informatique quantique. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis rentré dans le sujet, parce que ce polynôme-là, je le connaissais, c'est partie des premiers hyperdéterminants que j'ai étudiés, et il se trouve que cet hyperdéterminant-là, dans ce problème de la classification de l'intrication pour 3 qubits, permet de séparer ces deux orbites. Et donc, à l'époque, quand j'ai commencé ça, à regarder ça il y a 10 ans, j'étais au niveau de la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire de dire, on a des objets mathématiques, voilà ce que les objets mathématiques viennent raconter sur le problème physique. Cette classification qui intéresse les physiciens, cet objet mathématique qui permet de les séparer, permet d'expliquer ça. Donc c'était quand même à un niveau assez descriptif, et beaucoup dans une notion de faire communiquer deux mondes et faire une espèce de dictionnaire. Aujourd'hui, je m'intéresse toujours à ces problèmes-là, mais depuis que j'utilise les ordinateurs quantiques dans mes recherches, ce que je cherche à faire, c'est comment je pourrais construire des expériences sur ordinateur quantique qui permettraient de séparer l'intrication, qui soient motivées par ce genre d'objet mathématique. En d'autres termes, comment je pourrais utiliser l'hyperdéterminant pour faire une expérience sur l'ordinateur quantique. Et donc j'ai dit que n égale 3, c'est le premier cas un petit peu sérieux. Tout est connu maintenant à peu près, mais il y a encore... mais c'est des papiers... moi j'ai écrit plusieurs papiers là-dessus, et en gros c'est des choses qui datent du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. N égale 4, là c'est pour les experts. Il y a des résultats, mais on peut encore chercher. Il y a toujours un hyperdéterminant qu'on peut calculer, alors qui est beaucoup plus complexe, qui est de degré 24, il y a beaucoup plus de termes. Cette fois-ci, il n'y a pas 6 familles, mais 9 familles, dont certaines qui... Enfin, il y a une infinité de familles. Donc pour décrire, il faut faire intervenir des paramètres, c'est un peu plus complexe. Et surtout, en fait, à partir de n égale 5, il n'y a aucun résultat global. Et en fait, on sait qu'on ne peut pas avoir de classification globale à partir de n égale 5. Donc, quand on est au n égale 2, que j'ai présenté comme le baby case, on est vraiment très proche en fait, des limites de la recherche, puisqu'à partir de n égale 5, on n'a rien de costaud. Et en fait, par exemple, pour n égale 5, on ne sait pas calculer l'hyperdéterminant. On sait qu'il existe, on connaît son degré, on sait certaines propriétés, mais personne, depuis 100 ans, a été capable de trouver la formule de ce truc-là. Si quelqu'un a trouvé une formule pour l'hyperdéterminant aujourd'hui pour n égale 5, ça serait vraiment une belle surprise, parce que c'est des choses très compliquées à calculer. Alors en physique quantique, il y a beaucoup de paradoxes qui après deviennent des ressources
puisque en fait on est vérifié, une fois que la théorie a été consolidée par les expériences qui montrent que c'est pas des paradoxes, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, et bien en fait on se dit, ben là on a quelque chose qui n'existe pas dans le monde macroscopique, qui existe qu'au niveau atomique, et c'est une ressource pour développer des nouvelles technologies, faire des choses qu'on n'est pas capable de faire à l'échelle macroscopique. Et tout ce qu'on appelle technologie quantique aujourd'hui, ce sont des technologies, parce que la mécanique quantique, comme tu as dit, est née au début du XXe siècle. Il y a beaucoup de technologies qui déjà découlent des fondements de la mécanique quantique, tout ce qui est laser, tout ce qui est optique. Donc, il n'y a rien au XXe siècle. En fait, c'est la science qui a le plus transformé le XXe siècle. Même si on pense aux matériaux, comprendre les matériaux aujourd'hui sans les apports de la mécanique quantique, on rate quelque chose. Donc les effets technologiques des mécaniques quantiques sont immenses. Mais ce qu'on appelle technologie quantique aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est non seulement le bénéfice de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on est capable de comprendre au niveau atomique, mais maintenant de tirer parti en plus de ces propriétés contre-intuitives, telles que l'intrication, dont on sait maintenant expérimentalement qu'elles sont vraies, et dont on sait sur le papier qu'elles peuvent faire des choses qu'on n'est pas capable de faire à l'échelle macroscopique, en termes de communication, en termes de calcul. Alors il y a des applications, il y en a plusieurs, qu'on connaît sur le papier, dont certaines ont été testées expérimentalement, et dont aujourd'hui, un certain nombre de startups ou de grands groupes, comme IBM, Google, essaient d'exploiter et d'en faire des technologies. Une des premières applications de ces technologies quantiques, et notamment de l'intrication. Donc quand on fait de la cryptographie classique, le point d'entrée pour que la cryptographie soit sécurisée, c'est que les parties qui veulent communiquer de manière cryptée aient une clé de codage et de décodage, et que ces clés soient vraiment secrètes. Et un des gros points faibles, c'est d'arriver à établir ces clés secrètes, parce que si vous envoyez votre clé par un canal qui est corrompu, quelqu'un peut espionner. Donc la mécanique quantique, et ça date des années 80, a proposé des schémas où, en utilisant les propriétés de la mécanique quantique, et notamment l'intrication, on peut s'assurer que les deux parties vont avoir une clé secrète et que personne ne peut l'avoir espionnée. Si quelqu'un avait espionné, ça aurait modifié la clé, et les deux parties qui ont reçu la clé ne pourraient pas communiquer. Donc ça s'apercevrait qu'il y a un problème très vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Quantum Key Distribution, c'est des prototypes de génération de clés de cryptographie qui sont basés sur les propriétés de la mécanique quantique, et l'idée, c'est vraiment de générer une clé, et après, une fois que la clé est générée, faire la communication classique, mais on est garanti que la clé est secrète par les propriétés de la mécanique quantique. Et ça, il y a des boîtes en Suisse qui ont déjà commercialisé ce genre de choses. La question de l'ordinateur quantique, un des premiers à en parler, c'est Richard Feynman, célèbre physicien américain, qui au début des années 80 a dit que, en gros, c'était sans espoir d'arriver à simuler correctement la physique quantique avec des machines classiques, parce que justement, c'est pas la même physique sur laquelle repose cette façon de calculer. Et il avait dit dans une phrase célèbre que si vous voulez simuler la physique quantique, et c'est important de la simuler, puisque pour qu'on puisse l'étudier, pour qu'on puisse modéliser des choses et faire avancer la technologie, il faut qu'on puisse simuler correctement ce qui se passe à cette échelle-là, et on s'aperçoit que c'est très difficile. Et il avait dit, si vous voulez simuler correctement la physique quantique, fabriquez un ordinateur quantique. Donc, c'est quoi un ordinateur quantique? En fait, un ordinateur classique, je le raconte souvent aux étudiants, c'est quelque chose qui prend en entrée une chaîne binaire, applique des opérations logiques. En fait, on a besoin de 3 opérations logiques élémentaires, le NOT, transformer 0 en 1, le et le OU. Et avec ça, on peut modéliser toutes les fonctions booléennes, c'est-à-dire les fonctions qui transforment une chaîne binaire à une autre chaîne binaire. Et un ordinateur, au sens classique, c'est ça. C'est quelque chose qui prend une chaîne binaire, applique des opérations élémentaires, transforme en une autre chaîne binaire. Et donc ça repose sur quoi? Ça repose sur une physique qui peut matérialiser ce que c'est qu'une chaîne binaire. Donc une lumière allumée éteinte, un bit, ou un transistor chargé ou déchargé. Et puis une fois qu'on a la physique qui permet de modéliser ces opérations, on peut faire du calcul. L'idée de l'informatique quantique, c'est de se dire, on a aussi maintenant une autre physique qu'on comprend bien, la physique quantique, qui en plus a des propriétés qui ne sont pas celles du monde macroscopique. Donc maintenant qu'on les maîtrise un petit peu, quel type de calcul on pourrait faire qu'on ne peut pas faire avec une machine classique si on faisait directement avec une machine quantique. Donc une machine quantique, ça ne prend pas en entrée une chaîne binaire de caractères, mais ça va prendre un état quantique. Donc un système quantique qui est dans un certain état. Ça va le manipuler, faire des opérations qu'on appelle des portes quantiques, des opérations quantiques. Analogue aux portes logiques. Exactement, c'est l'analogue des portes logiques sur les circuits.
En sortie, il va y avoir un nouvel état, l'état qui aura évolué. Et ce nouvel état, on va faire des mesures, on va l'observer. En l'observant, on va récupérer des données. Donc une chaîne binaire. Qu'est-ce qu'on sait sur ordinateur quantique? On sait que déjà tout le calcul classique peut être fait avec un ordinateur quantique. Donc on peut créer un état qui correspond à une chaîne binaire de caractères, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre l'état dans un certain pas une superposition justement, mais dans un certain état de base qui correspond à la chaîne binaire qu'on veut évaluer, qu'on veut traiter. On sait que les portes classiques, on peut les implémenter sur un circuit quantique, avec des portes quantiques. Et donc on peut faire du calcul classique avec un ordinateur quantique. Mais on a aussi d'autres propriétés qui n'existent pas dans le monde classique et qu'on peut utiliser. Donc une des propriétés par exemple, c'est que on peut créer un état quantique qui soit la superposition de tous les états de base. Donc la superposition de tous les états de base, ça veut dire en fait que plutôt que de passer une chaîne binaire à la machine, je peux les passer toutes en même temps, puisque j'ai créé un état qui était la superposition de toutes les chaînes binaires. Ça c'est le rêve des informaticiens, parce que c'est une espèce de super parallélisme, où au lieu de traiter des données indépendamment, on peut toutes les traiter en même temps. Le problème, c'est qu'en sortie, on va avoir un état qui est dans une superposition, et si on veut le mesurer, si on veut récupérer une information classique, si on veut connaître quelque chose sur cet état, il faut faire une expérience. Il faut faire une mesure. Et là, il y a ce fameux phénomène de la mesure, c'est-à-dire quand on pose une question à un état quantique, on lui demande dans quel état tu es, eh bien la superposition disparaît et l'état se projette, on dit que la fonction d'onde s'écrase sur un des états possibles. Donc dans un ordinateur quantique, au début, si on regarde naïvement, on se dit c'est super, on peut mettre tout en superposition, traiter en une fois tous les calculs qu'on voulait faire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'exploiter si facilement que ça. Ouais. Et pour l'exploiter, en fait, c'est jamais ça qu'on fait. On fait pas, on calcule pas tout d'un coup et on mesure, parce que si on mesure, ça s'écrase et on récupère un résultat. Donc c'est comme si on avait évalué qu'une entrée. Ce qui est plutôt au cœur des algorithmes quantiques, c'est qu'on fait cette superposition et de cet état qui va contenir quelque part tous les résultats de notre calcul, on va le manipuler, on va faire extraire des données qui vont de manière indirecte nous aider à répondre à la question initiale. Mais chaque algorithme après est différent, mais en gros il y a un petit peu cette idée qu'on a la possibilité de tout calculer en même temps, mais on ne peut pas lire tous les résultats. Par contre, une fois qu'on a tout calculé en même temps, on peut essayer de faire émerger de ce calcul global une propriété nouvelle, qui prendrait beaucoup de temps si on le faisait une par une, classiquement. Et cette propriété nouvelle peut nous aider à répondre à des problèmes qu'on ne sait pas répondre de manière classique, ou en tout cas d'y répondre plus vite. Alors là aujourd'hui, il y a plusieurs algorithmes qui sont connus sur le papier pour avoir des performances très intéressantes comparées aux algorithmes classiques. Le problème essentiel, c'est qu'on n'a pas encore les machines qui permettent d'implémenter ça de manière robuste à une échelle intéressante. Mais alors, des problèmes les plus connus, un, c'est l'algorithme de Groover qui date des années 90. C'est un algorithme de recherche d'un élément dans une base non ordonnée. Donc ça, c'est un problème très classique d'informatique qui a beaucoup d'applications, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se traduire là-dedans. Et en fait, l'algorithme de Groover a une complexité quadratique, là où l'algorithme classique, dans la recherche d'une base non ordonnée, de manière assez... tous les algorithmes classiques, même si c'est des algos aléatoires, heuristiques, il faut essayer les éléments, en fait, un par un. L'ordinateur quantique, lui, il ne va pas tester tous les éléments. En fait, il va les prendre tous ensemble, mais il va arriver à faire émerger du calcul sur tous les éléments, l'élément qu'on cherche, en faisant racine de n appel à l'oracle, c'est-à-dire à la façon dont on identifie l'élément. Okay. Donc en gros, si on a une base de données de 1 million d'éléments à tester, avec un ordinateur quantique, on aura 1000 tests à faire au lieu d'en faire 1 million. Mais ça sur le papier, c'est connu depuis les années 90, la preuve de la complexité est faite. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de machines suffisamment... Donc il y a des machines quantiques qui existent, mais pas encore à une taille suffisamment robuste pour pouvoir supporter à grande échelle ces algos. Okay. Il y a un autre algorithme très connu, alors il y en a plusieurs, ceux que je donne sont très classiques. Aujourd'hui, les gens travaillent sur d'autres choses, mais il y a un autre algorithme qui avait défrayé un petit peu la chronique dans les années 90, c'est l'algorithme de Shor. Donc l'algorithme de Shor, c'est un algorithme qui répond à un problème très simple, c'est si on donne un nombre, est-ce qu'on peut trouver les facteurs de ce nombre? Est-ce qu'on peut factoriser ce nombre? Si je donne 15 à un enfant d'école primaire et que je lui donne les facteurs, il va essayer. On ne peut pas diviser par 2, mais on peut diviser par 3. Si je divise par 3, il reste 5, donc 15 égale 3 fois 5. Donc ce problème, il a l'air simple, sauf que quand les nombres sont très très grands,
Mais en fait, il n'y a pas trop de choix, qu'il faut tester tous les nombres possibles, jusqu'à la racine de ce nombre en tout cas. Et quand c'est des nombres très très grands, même les ordinateurs modernes peuvent prendre plusieurs années pour factoriser des nombres. Et c'est la base de la cryptographie. Exactement, et c'est la base des systèmes de cryptographie asymétrique notamment. Donc, c'est factoriser un nombre, une complexité exponentielle ou sous-exponentielle, où ça prend énormément de temps. Il suffit d'agrandir un tout petit peu. Même si les ordinateurs deviennent beaucoup plus modernes, il suffit d'agrandir un tout petit peu la clé en termes de nom et la complexité. Ouais. Voilà. Et l'algorithme de Shor a démontré dans les années 90 que si on avait une machine quantique, on pourrait faire ça en temps polynomial. Donc ça veut dire qu'on tombe de plusieurs milliers d'années à quelques secondes. Mais ça demanderait une machine dont on est loin d'avoir construit une machine robuste pour résoudre ce problème. Il y a beaucoup de problèmes, comme ça repose sur un qubit, c'est une particule, donc il faut des machines faut être capable de manipuler individuellement chaque porte, chaque opération, on sait les faire. Mais il faut être capable de construire une machine d'une taille suffisamment grande pour pouvoir, et suffisamment robuste pour pouvoir faire toutes ces opérations. Et donc, il y a beaucoup de problèmes techniques qui se posent. Alors, là-dessus, tous les chercheurs peuvent avoir des points de vue différents. Moi, j'étais formé comme mathématicien, et la plupart des mathématiciens que je connais, pas tous, la plupart des que je connais sont platoniciens, dans le sens où il existe un monde des idées, en tout cas un monde des idées mathématiques. Et ce monde est très riche, très beau, beaucoup de choses à découvrir. Et après, en fonction des personnalités de chacun, quand on découvre, soit on a levé le voile sur quelque chose qui était là et on a exploré, on a trouvé quelque chose. Et après, il y a des gens qui, eux, construisent les cathédrales à partir du matériel qui était là. Voilà. Okay. Moi, je suis plutôt dans la catégorie des gens qui se promènent et qui, ils sont déjà très heureux quand ils découvrent quelque chose, et déjà le comprendre un peu mieux. Voilà, moi, je vois plus la découverte scientifique comme quelque chose qui est déjà là, qu'on explore et dont on fait émerger des propriétés, mais c'est que mon point de vue et qui est aussi lié à ma pratique. Effectivement, quand tu lis Grothendieck, lui, et on le comprend, lui il a construit, il a bâti des mondes à l'intérieur de ce monde-là. Bon, là aussi, ça dépend des pratiques et des communautés. Je parlais de la mienne. Quand je faisais ma thèse, j'avais beaucoup moins d'interaction du fait du sujet sur lequel je travaillais, avec d'autres chercheurs, et notamment, j'avais zéro interaction avec des chercheurs d'autres communautés. D'autres disciplines. Et même au niveau des mathématiques, en fait, c'était très très resserré sur le problème que j'étudiais. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de travail solitaire, seul. Ça peut être très agréable, il ne faut pas se lancer dans la recherche si on a peur de travailler seul, ça ne paraît pas raisonnable. Et depuis que je travaille, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, 10 ans, le domaine de l'informatique quantique qui est hautement pluridisciplinaire. Là, j'interagis beaucoup avec des informaticiens, des physiciens, des mathématiciens, et moi, ça me va très bien, j'aime beaucoup cette interaction-là, avec mes doctorants aussi, c'est toujours enrichissant. Et comment ça se passe ? Donc, on a, en fonction des projets sur lesquels on travaille, quand on travaille sur des articles en commun par exemple, là on va se rencontrer régulièrement, au moins à distance, pour échanger. Bon, c'était déjà le cas il y a 20 ans, mais il y a 20 ans c'était par mail qu'on communiquait, qu'on travaillait. Maintenant, la visio c'est beaucoup généralisé. Et puis après, on s'invite mutuellement pour travailler parce qu'il y a aussi besoin de ce rapport humain, de discuter la plupart du temps autour d'un tableau. Moi, c'est sûr qu'il n'y a aucun de mes collaborateurs, et qui, en tout cas, sinon la collaboration ne dure pas dans le temps, qui ne sont pas des gens avec qui j'ai une relation humaine aussi, dans le cadre du travail. Ouais, il faut qu'il y ait ce rapport... Sinon, l'intérêt devient vite limité, en fait. On ne peut pas se rencontrer juste pour faire des sciences, si à côté on n'a pas... c'est une activité humaine, il faut qu'il y ait à la fois humaine et très engageante. Donc, voilà, très souvent, ça déborde sur... beaucoup de mes collaborateurs sont des gens que j'estime comme proches. Ça ne veut pas dire que j'ai même des discussions avec eux, avec des amis proches, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Certains collaborateurs avec qui je travaille depuis 12 ans, je connais les enfants, les voir plusieurs fois des cours ensemble, on se connaît bien, on partage d'autres choses. Quand on est jeune doctorant, et en particulier en mathématiques, ce que je faisais au début de ma thèse, c'était vraiment très très abstrait. Je me rappelle justement de mon directeur de thèse qui me disait, en début de thèse, c'est très important de faire un peu d'enseignement, d'aller faire des TD, de faire des cours. Parce qu'au moins, si tu fais 4 heures de TD par semaine, mais au moins il y a 4 heures dans la semaine où tu fais quelque chose que tu comprends à peu près. Et c'était tout à fait fondé.
parce qu'au début de sa thèse, on fait beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On lit des articles, qu'on relit, on explore des pistes qui ne marchent pas. Ça m'est même arrivé au début de ma thèse d'avoir un résultat, d'avoir commencé à écrire un article et en fait on s'apercevoir que le résultat était correct, mais en fait découlé, mais on s'en est aperçu que trop tard de quelque chose qui était déjà connu en fait, et du coup a perdu toute sa substance à ce moment-là. Bon, c'est des moments un peu durs. Ouais. Ouais, surtout au tout début de la thèse, quand on a besoin de faire ses preuves en fait. Ouais. Mais plus tard, après, quand on a pris un peu d'assurance, et bon, on le sait, et c'est la vie quoi. Ouais, bien sûr. C'est surtout au début en fait. Au début, quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'a pas de poste, quand on ne sait pas, là c'est des moments très très durs de s'apercevoir que finalement on ne comprend pas grand chose quoi. Après, il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on peut travailler très dur sur un problème, trouver la solution, et après, considérer que la solution, en fait, était triviale. Comme dit un copain, bon, c'est normal de sentir ça. Après, pour certains, c'était vraiment trivial. C'est normal qu'on ait l'impression, puisque c'est résolu, que finalement, c'était facile à résoudre. Oui. De toute façon, une fois qu'on a cheminement de pensée pour arriver à ce résultat... Les relations avec d'autres chercheurs, et en particulier d'autres personnalités, mais aussi d'autres communautés, là-dessus, ça c'est capital pour avoir des nouveaux éclairages en fait. Et ça stimule, et c'est vrai que, effectivement. Donc, j'ai 2 très bons collaborateurs, un en Hongrie et un en Slovaquie. En Hongrie, j'étais encore en mois de février. La Slovaquie, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais il y a une époque où on se réunissait tous les ans, une semaine, tous les 3, et à chaque fois, il y avait des idées qui sortaient, quoi. Ah, okay. Et on se réunissait sans programme prédéterminé, mais quelqu'un passait au tableau, un des 3 venait au tableau avec une question. Et pendant la semaine, on creusait la question, et ça nous a nourris pendant des années sur des problèmes de recherche, quoi. Alors moi, j'ai des souvenirs au lycée, à la fac, de problèmes posés qui ont duré sur plusieurs semaines, et de voir la solution à un moment où j'étais pas en train de faire ça, de me réveiller le matin, de me brosser les dents, et de voir la solution du problème sur lequel je planchais. J'ai eu au moins 2 souvenirs sur des choses un petit peu dures. Et dans mes travaux de chercheur, effectivement, il y a des moments où on voit les choses qui se mettent en place. Après, j'ai plus de souvenirs de voir plusieurs pièces de puzzle se mettre, plusieurs résultats, plusieurs choses que j'ai travaillé sur du long terme, justement notamment quand j'ai travaillé sur mon habilitation, de m'apercevoir que j'avais travaillé sur des problèmes indépendants et qui à un moment donné faisaient un tout. Mais ça, je pense que c'est des phénomènes assez classiques en recherche, parce que même si tu pars dans plusieurs directions, c'est la même personne qui travaille, qui réfléchit à ces concepts. Donc c'est la personne qui est la mieux à même, à un moment donné, de voir les ponts entre ces différentes directions. Alors, l'année à Auburn, en fait, quand j'ai repris mes activités de recherche, à un moment donné, je suis rentré en contact avec un chercheur américain qui se trouve avoir été l'étudiant de mon directeur de thèse après moi, mais que je n'avais jamais rencontré, puisqu'en fait, il a commencé sa thèse quand moi j'avais fini la mienne. Comme j'étais rentré en France et que je travaillais en lycée, et j'avais décroché un petit peu de la recherche, on s'était jamais rencontrés. Donc quand j'ai repris mes activités, il se trouve qu'on a été en contact suite à des travaux qu'il avait publiés, il m'avait posé une question, on avait échangé, et je l'ai invité, ce chercheur, à l'UTBM. J'avais eu 2 mois de pause de professionnalité. C'était en 2018, c'était pendant la Coupe du Monde, je m'en souviens bien, parce qu'on allait voir des matchs ensemble, et il avait adoré son séjour en France, justement, du fait de l'ambiance. Et la collaboration a été tellement agréable humainement et tellement productive de point de vue scientifique. Il m'a proposé de m'inviter une année aux États-Unis, dans son université, pour continuer à travailler ensemble. Okay. Donc voilà, donc j'ai bénéficié d'un poste de prof invité, et donc en fait j'ai travaillé là-bas, j'ai fait mes cours et j'ai participé au groupe, il était dans le groupe d'algèbre et géométrie de l'université, enfin, du département de maths, et on a travaillé ensemble pendant 1 an. Je me suis installé là-bas pendant 1 année. Ok, ah oui. Avec la famille, voilà. Les enfants sont allés à l'école américaine. Et comment on gère ça aussi? Parce que la recherche, j'imagine, ça ne s'arrête pas quand on quitte le travail à 18h. La recherche peut se faire n'importe quand et n'importe quoi. Ça peut poser des problèmes, effectivement, en fait, de se limiter un petit peu. Bon, on y arrive, hein, mais c'est aussi une grande liberté. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler le dimanche, je peux travailler le dimanche. C'est pas vraiment un problème. Le cerveau, il travaille quand on... Bien sûr, quand il y a justement, plutôt quand il y a un environnement propice, un moment calme, un moment où on est bien, là, on peut avoir des idées, réfléchir. Et donc c'est une grande liberté aussi, dans le sens où on n'a pas besoin d'être à 8 heures au travail pour travailler. Les enseignants-chercheurs, leur obligation statutaire, c'est d'assurer leurs heures d'enseignement. Les heures de recherche,
Alors, encore une fois, ça peut dépendre de la communauté. Si on est dans un laboratoire où il y a des expériences, qu'on dépend du matériel et des heures à lesquelles on peut faire les expériences, là, c'est un peu plus réglé. Ouais. Comme dans une entreprise où... mais si on fait des maths, en fait, moi j'ai besoin d'un bout de papier, de l'ordinateur, d'un tableau, éventuellement. Donc, si je veux aller à la plage faire des maths, je peux aller à la plage faire des maths. Ce qui est important, c'est ce qui va sortir des travaux. La carrière, après, on est évalué effectivement sur notre production scientifique. Je crois qu'on est déclaré, j'avais lu ça à une époque, je ne sais plus si c'est ça les chiffres, mais à une époque, on était déclaré chercheur, enfin produisant, en termes de recherche, si on publiait 2 articles tous les 4 ans. Moi, je publie à peu près 4 articles par an, donc il y a des collègues qui publient beaucoup plus, il y en a qui publient moins. Alors, les questions de la publication, il y a quand même une tendance ces dernières années à aller vers plus de publications, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce que ça peut se faire aussi au détriment de la qualité. Quand on fait un article de recherche, on le soumet à un journal pour être publié, et le journal envoie des experts du domaine qui vont écrire un rapport, et en fonction des rapports, l'éditeur va décider de le publier ou pas. Et c'est ça Mais aujourd'hui, on a une telle inflation du nombre de papiers. Il y a le bon côté, c'est qu'on se dit, ben voilà, ça devient plus facile de publier. Il y a beaucoup aussi de ressources libres. Donc là, il y a aussi des choses qui ont avancé sur des plateformes comme Archive ou HAL qui mettent à disposition librement des travaux. Mais cette surenchère à publier beaucoup, ça peut noyer les très bons résultats. C'est une tendance lourde qu'on sent dans la science moderne.